TV Liberté, bonjour. Pour cette semaine de Pâques, nous avons invité Pierre Lours. Bonjour Pierre. Bonjour Anne Euh, Brasquier. Vous êtes dans votre seconde vie, puisque vous en avez eu une première, dont on taira l'activité pour des raisons de prudence. Vous êtes écrivain. Et Twitter, comment est-ce qu'on dit l'homme qui fait des tweets et Oh, qui oui, on peut dire ça, et qui gazouille aussi. En français, c'est gazouille. bon, ça fait un peu léger, vos tweets sont un peu plus lourds que des gazouillis d'oiseaux. Vous avez écrit La révolte des silencieux aux éditions Folfer, Oui. c'est amusant ce titre et c'est un titre bien choisi parce qu'en fait, vous êtes un silencieux révolté. Et donc, vous avez décidé de ne plus vous taire et vous écrivez ces tweets. Vous avez beaucoup d'abonnés. Je Il sais y en pas, a un petit peu, oui. vous avez Il beaucoup pourrait y en d'abonnés. avoir plus. Il suffit de taper votre nom, Pierre Lours, et vos tweets apparaissent. Et vous tweetez à un rythme assez important puisque c'est tous les jours une réaction aux bêtises ambiantes. Il faut dire que ça tombe comme à gravelotte, les bêtises en ce moment. Donc, vous avez du grain à moudre. Alors, nous allons évoquer un certain nombre de sujets sur lesquels vous nous donnerez votre avis. Avis que je partage évidemment absolument tout le temps. Euh, C'est gentil. oui, sinon, comme... C'est Jean Dutour qui disait un interlocuteur valable, c'est un interlocuteur qui est d'accord avec oui, mais moi je suis persuadée qu'il faut, enfin je suis de cette catégorie de journalistes qui pensent qu'il faut aimer un sujet pour le traiter. Ceux qui ne connaissent pas un sujet ou qui ne l'aiment pas font vous. forcément des erreurs de perspective dramatique, ce qui n'est pas le cas quand on aime un sujet. Alors, on va peut-être, comme nous sommes dans cette semaine de Pâques, ne pas commencer plutôt par les attaques anti-religieuses de notre temps. Et après, nous parlerons du grand sujet énorme, l'éléphant dans la salle à manger, comme dans la pièce de Ionesco, le Covid. Euh, ces attaques anticléricales sont assez effrayantes. Avez-vous entendu parler de ces vaccinations qui ont lieu dans la cathédrale de Tréguier? Ah non, Ça non, vient de non. sortir. Ah, c'est bien L'évêque, ça. ça sera bon bien pour un tweet prochain. Oui. L'évêque et le curé sont d'accord. Ça s'est passé, je crois, dimanche dernier. Parce que Saint-Yves, vous savez bien, soignait les malades. Mais on n'a jamais vu un saint soigné dans une église. Je suis désolée, il y a des endroits pour ça, ça s'appelle des hospices. Alors, en notre époque, puisqu'ils ont supprimé les hospices, ils peuvent choisir les salles de gymnastique, ils peuvent choisir les salles de marché couvert. Mais pourquoi aller dans les églises? Bon, deuxième attaque, je n'en avais pas été prévenue, c'est le 8 mai, à Périgueux, le maire a permis l'installation d'une vierge, d'une statue de la Vierge, avec une moustache et une jupe courte, et tenant dans ses bras un petit Jésus tagué. Quelle est votre Ah. réaction à ce genre de pitrerie? Écoutez, dans notre époque, on peut s'attendre effectivement à tout et c'est même presque à ça qu'on la reconnaît, cette époque, si je puis dire, pour paraphraser Audiard. Bon, euh, mais ce qui est d'autant plus insupportable, c'est que toutes ces attaques sont soit permises, soit facilitées, soit on rencontre une opposition très très faible de la part d'une partie du clergé, justement. Oui, Et d'ailleurs, à commencer par par celui qui fait fonction de pape Conducator, actuellement. le conducator, oui.
Donc, c'est ça qui est absolument épouvantable parce que c'est vraiment une trahison, quoi. C'est la trahison des clercs qui continue. Euh, c'est d'autant plus regrettable que dans ces périodes troublées ou d'inquiétude, la population, les gens simples, tout le monde d'ailleurs, on aurait besoin de piliers sur lesquels s'appuyer. Et ces piliers, traditionnellement, c'était effectivement les clercs de l'Église, le clergé. Donc, c'est déprimant d'une certaine façon, mais on peut quand même trouver, dans ce clergé, on peut quand même trouver des Phare. hommes ou des femmes qui sont toujours là. Et par exemple, moi, il y a quelques semaines, j'étais au Barou, Hmm. ce monastère, le monastère Sainte-Madeleine du Barou. Et effectivement, on rencontre, alors là, ce sont des bénédictins, on rencontre des hommes qui, tout simplement, portent la parole d'amour de Dieu, qui portent des mots de réconfort, qui portent des bons sourires, Et la raison, et qui, la raison, et la raison. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qui sont dans la tradition de la raison. C'est-à-dire que on n'est pas, la raison ne s'est pas effacée devant des modes. Voilà, ça tient debout, quoi. C'est pas le monde virtuel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qui est à la fois virtuel et complètement idiot, quoi, complètement déboussolé, surréaliste. Euh, bon. Mais si vous voulez, face à ce déboussolage généralisé, on ne peut pas ne pas penser qu'à un moment donné, la raison va revenir. C'est absolument impossible de ne pas penser ça. Parce que tout simplement, c'est la loi de la vie, de la création. À un moment donné, comme tel le chat, la création retombe sur ses pattes. Parce que cette création est divine. Bien évidemment. Enfin, elle est divine. Et là aussi, par exemple, le transhumanisme essaye bien pourtant de faire en sorte de nous faire croire que la création, c'est un point de départ, mais on va nettement l'améliorer. Grâce au transhumanisme, faire de l'homme un homme augmenté, un homme dépassé, un homme merveilleux, un homme éternel. Mais alors, si vous voulez, le problème, c'est que le transhumanisme, c'est un peu comme l'idée du transgenre. Le transgenre, c'est qu'il n'y a plus de genre. Hein. On peut aller d'un genre à l'autre. En fait, il n'y a plus de barrière de genre. Il n'y a plus de genre. Et bien, le transhumanisme, c'est pareil. C'est qu'il n'y a plus d'humain. Et on tombe dans le robot, dans l'humanoïde robot. Voilà. Voilà ce que c'est que le transhumanisme. Et Qui d'ailleurs, vient. celui qui réagit en humain, comme dans 1984, est balayé. Ah oui, oui, oui. Il est balayé, en tout cas provisoirement. Encore une fois, je pense que Frankenstein, la créature Frankenstein, parce que c'est ça en fait le transhumanisme, on aboutit à la créature Frankenstein. La créature Frankenstein, à un moment donné, elle tient plus la route, quoi. Ça disjoncte. Elle se dérègle. Voilà, Il y a une voilà. petite vis qui… Oui, 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 je crois vraiment. C'est ça qui est amusant, c'est qu'ils ont tellement foi en leur folie technologique, en leur folie robotique, en la puissance de leur intelligence, qu'ils pensent qu'il n'y aura jamais aucune faille. Or, on est tous témoins que les machines, ça casse. Évidemment. Et d'ailleurs, il y a, vous savez, ce monsieur Schwab là, qui ressemble vaguement à Eric von Stroheim, le talent en moins, évidemment. Cet homme, ce professeur d'économie qui est à l'origine des réunions annuelles de Davos, Ouais. eh bien, dans un bouquin qui date dans une interview qui date du 16 janvier 2016, c'est donc pas hier, Non. c'est avant-hier quand même, il a dit textuellement que son intention était d'implanter dans notre cerveau des puces électroniques permettant, et là j'ouvre les guillemets, permettant une sorte de fusion
du monde physique, digital et biologique. C'est-à-dire qu'on est en face de la fusion du monde physique, digital et biologique. Si vous voulez, c'est l'homme, c'est Internet, c'est l'intelligence artificielle, et la biologie, c'est tout ce qui nous entoure, la création, etc. Bon, et toutes les règles de la vie. Et donc, une fusion de tout ça pour en faire une créature humanoïde, quoi. Et cet homme, il vous dit ça sans sourciller lors d'une interview. Il faudrait s'intéresser à sa biographie, cet homme-là. Qu'est-ce qui fait qu'il sort des énormités aussi importantes? Euh, Oui, oui, il y a, c'est vrai. il y a un phare du monde catholique qui, personnellement, m'aide beaucoup. C'est le cardinal Vigano, qui a écrit une lettre récemment, le 25 mars dernier, dans lequel il parle de dissociation cognitive. Et ça me paraît parfait pour expliquer l'effroyable embrouillamini de nos pensées, des réactions de chacun ou de l'absence de réaction de chacun. Qu'est-ce que c'est que cette dissociation cognitive? De la folie, de la folie. Si vous voulez, on bombarde les gens, on nous bombarde, parce on fait partie des gens, on nous bombarde d'informations souvent contradictoires. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur la gestion du Covid, toutes les informations contradictoires qui ont été égrenées au fil du temps. Hein, le masque, pas de masque, etc. Enfin bon, vous savez, tout le monde sait ça, tout le monde sait qu'en fin de compte, sur un sujet donné aussi angoissant ou aussi important actuellement que cette épidémie, il faudrait qu'il y ait une certaine constance, là aussi une certaine raison, une certaine structure. Non, en fait, ils se contredisent en permanence, ils vont de mesures mauvaises en mesures mauvaises, toujours avec le même aplomb. Et en fin de compte, évidemment, on ne sait plus, face à ces gens qui sont soi-disant des responsables et soi-disant des gens qui vont nous conduire vers un monde un peu meilleur, en tout cas nous sortir de cette épidémie, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques, que ce soit les professeurs, etc. On ne sait plus exactement où ils veulent nous conduire. Donc on est complètement désarçonné, on est complètement déboussolé. Ce qui fait que les gens vous disent, oh, bon, bon écoutez, moi je ne sais pas trop. Oh, bah, je vais essayer de m'en sortir avec un peu d'humour et puis oh, bah, on verra bien. Enfin, il y a une espèce de démission qui est assez importante. Mais, Euh, mais vous savez que la première fois qu'on a entendu parler de dissociation cognitive, c'était un processus de manipulation employé par ceux qui voulaient soumettre complètement de jeunes enfants ou de jeunes filles pour satisfaire leurs besoins sexuels. Donc, c'était des enfants qui ont été enlevés et à qui on a fait souffrir un régime d'alternance de chaud et de froid, euh, ouais. les torturant et après les soignant et les aimant, pour casser absolument toute leur volonté. Il y a eu des Ouais. documentaires et des témoignages de jeunes femmes qui avaient vécu ça. Euh, c'est quand même, on a l'impression que c'est quand même assez satanique. C'est un, Ah bah, ça un l'est, ça l'est. processus, c'est un processus pour soumettre les gens. Donc Oui, oui, bien sûr. on est passé de l'utilisation restreinte de gangsters pour soumettre des enfants et des jeunes à la soumission de la planète entière. Bah oui, et ça grâce justement aux technologies, notamment Internet et les mass médias, etc., qui nous attendent à chaque coin de la journée. Parce que, vous comprenez, avant, il y avait la nature humaine a toujours été quand même assez, comment dire, Crédule? je dirais perverse. Comment? Ah non, je disais crédule, mais oui. Oui, enfin, oui, Le alors elle est diable a crédule toujours aussi. été à l'œuvre. Oui, voilà. Mais il y avait beaucoup moins de moyens. C'est-à-dire que les gens qui étaient agriculteurs, qui habitaient dans leur campagne, etc., la plupart du temps,
s'ils écoutaient la radio, c'était quelques minutes le soir pour le bulletin d'information, et puis c'était terminé. Le reste du temps, ils étaient au contact avec la réalité, leur réalité quotidienne, et on ne pouvait pas leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Elle ne Mais ment pas. maintenant, voilà. Mais tandis que maintenant, si vous voulez, c'est évident qu'il n'y a aucun problème, et il y a plein de lanternes partout, et on est lanterné, et on est leurré. Enfin, Bernanos nous avait bien prévenu qu'il nous fallait un supplément d'âme. Hein. Ben oui. Dans un monde technologique surdimensionné, il nous fallait un supplément d'âme. Il serait peut-être temps de se la renforcer, cette âme. Oui, mais bien sûr, ça c'est absolument salvateur et c'est absolument nécessaire pour qu'on se sauve. Mais je crois aussi que ce monde technologique, si vous voulez, complètement omniprésent, va forcément là aussi arriver à une impasse. Je pense que, alors ce sera une impasse parce que le système lui-même contient des contradictions et donc le système va avoir du mal technologiquement à survivre, ou alors il va être attaqué. Actuellement, on appelle les hackers, vous savez, ces gens qui, Oui. pour des raisons diverses et variées d'ailleurs, attaquent Oui. les systèmes Internet. Alors il y en a qui le font pour du fric, mais il y en a qui le font pour des raisons politiques. Oui. Alors, soit parce qu'ils sont à la solde d'une nation, soit tout simplement qu'ils ont envie de détruire cette espèce de ce sont des vengeurs masqués. Voilà, c'est pas impossible. Et si vous voulez, je crois qu'à un moment donné, ce monde technologique qui est quand même très fragile, qui est excessivement complexe, qui est très présent, certes, mais très, très fragile, à un moment donné, ça va s'effondrer. Et là, ça va être, comme dirait l'autre, la grande réinitialisation. Mais ce n'est pas celle que les Attali, les Soros et les Schwab et autres attendent. Ce sera un retour au réel, je crois. Comme disait Gustave Thibon, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je vous ai invité cette semaine de Pâques, parce que vous êtes toujours dans l'espérance et que vous êtes donc précieux à ce titre. Alors, juste oui, je vous en prie. Oui, allez-y, allez-y. Non, alors justement, hier ou avant-hier, je regardais sur YouTube. Alors, vous voyez, je profite quand même de tout ce système technologique. Je regardais sur YouTube un film, justement, qui est rempli d'espérance, c'est Regain. Vous connaissez donc le roman de Giono. Oui, bien sûr. J'ai jamais vu. Il a été porté donc au cinéma par Pagnol. Oui. Et c'est vraiment un film. Le thème, si vous voulez, c'est tout simplement ça a été tourné en 1937. Et le livre de Giono est de 1930. Et alors, le thème de ce film, c'est un petit village dans le Vaucluse, dans les Hauts-de-Provence, qui tout simplement et petit à petit est déserté par tous ses habitants qui vont à la ville. Et il ne reste plus, à un moment donné, qu'un seul habitant, c'est Panturle, qui est un grand gaillard excessivement charpenté, très charpenté, qui est une sorte d'agriculteur, et c'est le dernier. Et par un biais que je tairai pour ne pas enlever de l'intérêt au visionnage du film, il y a une femme qui va arriver dans ce village complètement déserté et qui s'appelle Arsule, qui est incarnée par une actrice qu'on connaît bien qui s'appelle Laurane Demazy, qui était une actrice de l'époque très connue, et qui va tout simplement, parce qu'elle va apporter de l'amour, en quelque sorte, à ce grand Panturle, qui est tout seul et qui est quand même assez perdu, eh bien, de cet amour de ces deux êtres, le Regain va naître. C'est magnifique. Et alors, il y a, au milieu de tous ces deux personnages, il y a un autre personnage qui est incarné par Fernandel, qui lui incarne un être un petit peu perdu, qui essaye de se débrouiller comme il peut et d'exploiter tout ce qui peut passer sur sa route. Et à un moment donné, ce personnage, c'est d'ailleurs très très bien joué par Fernandel a un talent fou, c'est un très très grand acteur, enfin c'est un très grand artiste,
Et à un moment donné, il est amené à parler du progrès. Oui. Et il donne une définition dans le film. Et il dit, alors il dit d'ailleurs que cette définition, c'est son instituteur qui lui a donné. Oui. Et il dit, le progrès, c'est une dignité, une déesse, une dignité serviable qui dévore ses enfants avant de leur servir quelque chose. C'est-à-dire que le progrès, c'est évidemment un leurre. Et effectivement, c'est souvent un leurre. Alors là, c'est un peu outré comme définition, mais c'est souvent un leurre. Parce qu'il faudrait faire la part des choses entre un progrès qui est fondé sur une morale, qui est fondé sur la justice, qui est fondé sur le beau, qui est fondé sur le bon, sur la tradition, et le progrès qui est fondé sur l'inverse, c'est-à-dire l'esprit de lucre, le satanisme en général. Voilà. Alors, je vous engage à aller sur YouTube. Oui, on Sur tape tout YouTube, simplement. Oui, oui. vous y allez, il n'y a même pas besoin de télécharger une application ni rien Ah du non, je tout. Vous savais, tapez oui. Pagnol Oui, et oui. vous avez plusieurs films qui vous sont proposés. Alors, soit des films qui sont proposés en entier ou simplement des extraits, mais Regain, c'est en entier. C'est 2 heures magnifiques. Voilà. C'est l'intérêt du confinement, c'est que, un, on est chez soi, et Oui. deux, les cinémas étant fermés, il faut prendre son bâton de pèlerin et chercher. Et on redevient intelligent et on trouve des merveilles. Vous avez tout à fait raison, Pierre Lours. Alors, vous parliez de la faillite de certaines élites cléricales, mais nos élites politiques, là, tiennent des records de faillite. Comment se fait-il que toute une génération d'hommes et de femmes des grandes écoles soit devenue aussi fous? Alors déjà, si vous voulez, ce qui est assez drôle actuellement, c'est évidemment tous ces hommes politiques qui portent le masque. Oui, Et physiquement, ils ont un masque. Et oui, alors, c'est assez rigolo parce que face à ce spectacle, on peut se demander que signifie ce masque sur leur combine. oui, Alors, on peut se dire que c'est le masque des malfrats. Vous savez, le type, pour faire un coup, il se met un oui, masque pour pas qu'on le reconnaisse. Bon. C'est le masque du gars qui participe à un carnaval. oui, C'est vrai que de temps en temps, on a quand même l'impression qu'il nous joue le carnaval. oui. En Alors moins évidemment, drôle. il y a aussi, on peut se dire, c'est un masque de Zorro, parce qu'ils vont nous sauver. Bon, enfin bon, on sait bien que Zorro, c'est plutôt Zozo que Zorro. Enfin bon, Oui. admettons. Et puis on sait bien que Ah surtout, non. ce masque, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, et alors je crois qu'effectivement, tous ces hommes politiques, malheureusement, ont perdu le sens de leur mission pour une large part. Alors, il y en a qui ne sont pas dans ce registre, mais le système démocratique qui implique tout simplement de rassembler sur son nom une majorité, implique évidemment de donner un discours où l'ambiguïté domine, un discours racoleur, et ça ne donne pas grand-chose de bon, quoi. Et puis, cette échéance qui se rapproche de l'interdiction des lois divines par rapport aux lois républicaines. Là, on va arriver à un choc frontal. Il n'arrête pas de répéter les lois républicaines sont au-dessus de tout. Euh, Ouais. Ça va poser problème. Ben oui, parce que c'est faux. C'est fondamentalement faux. Et ils le savent bien d'ailleurs. Ils savent bien que la durée d'une vie sur Terre, c'est évidemment c'est une plume par rapport au poids de la vérité, de la justice et de la volonté divine. Donc, ils sont dans un discours incantatoire pour faire croire qu'ils ont du pouvoir, alors que franchement, c'est souvent très, très creux ce qui nous sert et très prétentieux. Alors, évoquons maintenant le sujet qui préoccupe tout un chacun euh, et qui pèse véritablement sur nos consciences,
sur évidemment notre santé, sur notre économie. Cette grande pandémie qui n'a qu'un intérêt, c'est qu'elle ne frappe que très, très peu de gens. C'est toujours beaucoup trop, bien évidemment, mais la mortalité ne s'est pas accrue par rapport aux années précédentes. Et donc, c'est finalement un grand mensonge. Comment expliquer ce grand mensonge? Enfin, la kyrielle de mensonges, parce qu'il y a la pandémie, les hôpitaux qui sont surchargés, enfin, tous les mensonges qui sont déduits de cette première réflexion. Alors, vous savez que là, vous êtes en train, évidemment, de rejoindre la grande corde des conspirationnistes. Et que c'est c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais comme si vous voulez, cette appellation de conspirationniste est une faute de vocabulaire, puisque oui, oui. le complotiste, c'est le gars qui fait les complots, hein, Oui, qui remonte ses petites manches et qui va faire son meurtre, son vol dans la banque et tout. Donc, nous ne sommes pas complotistes, nous dénonçons un complot. Alors, autre question, ce complot existe-t-il? Alors, vous le dénoncez avec, comment dire, on a le droit, en un mot, de chercher à comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous reprochent, on n'a aucun droit, Pierre. Je vous arrête tout de suite. Nous n'avons aucun droit. Ah oui, ça doit être ça. Oui. Hein? Pourtant, on est quand même dans une époque où il y en a des droits qui circulent dans tous les sens. Nous sommes au temps des droits de l'homme, mais pas des droits de l'homme. C'est tout à fait différent. Alors, si vous voulez, moi, je crois effectivement qu'il faut chercher à comprendre, il faut essayer de chercher derrière les apparences et essayer de déterminer quelles sont les forces profondes, les forces essentielles qui actionnent, qui essayent d'actionner notre réalité. Et évidemment, on ne peut pas ne pas se rendre compte que ces forces essentielles ont tout à fait intérêt à nous perdre, à nous leurrer. Alors, quelles sont ces forces essentielles? C'est évidemment toute cette oligarchie mondiale, capitalistique. Alors, quand je dis capitalistique, c'est aussi bien l'oligarchie qui se trouve en Chine, communiste, que l'oligarchie qui se trouve en Occident, chez nous ou ailleurs. Oui, ils font cause commune maintenant. Oui, non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Là, vraiment, ils se donnent la main. Hein, ils se donnent la main. Donc, si vous voulez, je crois que tous ces super puissants et super riches, d'abord, ils doivent s'ennuyer ferme, parce qu'au bout d'un certain temps, quand on est très riche, on n'a plus du tout envie d'être encore plus riche, si vous voulez, ça ne veut plus rien dire. Donc, on s'ennuie ferme. Donc, ça ne doit pas être facile et ça ne doit pas être drôle. Mais donc, il faut qu'ils trouvent un autre moyen de s'amuser. Et je crois que leur moyen de s'amuser, enfin, d'une part, ce qu'ils veulent faire, c'est conserver quand même leur position. Et là, ils se sont bien rendus compte depuis une dizaine d'années que depuis, par exemple, 2008, quand il y a eu tous ces problèmes financiers, et puis dans les années qui ont suivi, en France, par exemple, avec les Gilets jaunes, ils se sont bien rendus compte que le système tel qu'il existe est un système qui est quand même assez fragile. Donc, à partir de là, ils veulent faire quelque chose pour garder leur position dominante et, si possible, même l'accroître un petit peu. Et c'est là où je crois qu'ils ont eu l'idée, et ça a été dit oralement, par écrit, par de nombreuses personnes, à commencer par Attali et Schwab et les autres, ils ont pensé qu'il fallait effectivement réinitialiser notre monde, c'est-à-dire le mettre encore plus à leurs mains. Parce que c'est ça, en fait, réinitialiser, c'est le mettre encore plus à leurs mains. Alors d'ailleurs, j'attire votre attention sur le mot réinitialiser, c'est qu'on ne réinitialise habituellement que des machines. Oui. Donc on est déjà pris comme pour des machines. Ah oui, on est déjà, oui, absolument.
Tout Voilà. tout ça, chers amis de TV Liberté, peut être confirmé. Il suffit de regarder les films qui sortent de l'organisation de Davos. Mm. Ils ont un film publicitaire étonnant qui montre comment tout va être plus facile. Et ça se termine par un très beau jeune homme qui dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. » Alors, c'est vrai que la propriété, ça donne des soucis, mais l'idée, et à qui va passer tous nos biens? Bien, à des gens qui vont se les approprier, bien évidemment. Mais Ouais. tout ça est clairement annoncé. Nous ne sommes pas des gens foldingues qui imaginons des choses. Non, tout a été écrit et dit. Et, Ouais, euh, oui. et nous sommes rejoints par des gens qui ne faisaient pas du tout partie de ces cercles de réflexion. J'ai lu que le vice-président de Pfizer, qui est Mm. l'ancien vice-président, qui est actuellement en retraite, a carrément écrit, c'est quand même assez étonnant, je pense qu'il est tout à fait possible que ces systèmes, tous les systèmes de santé actuels, soient utilisés pour une dépopulation à grande échelle. Ouais. L'ancien vice-président de Pfizer, Mm. pour des tas de raisons, parce que ces vaccins n'ont pas, pour la plupart, obtenu leur droit d'être imposés à la population, donc il fallait du temps. Pour la deuxième raison, c'est qu'ils sont extrêmement dangereux et qu'on en voit les conséquences, notamment en Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en ce moment en Israël? Bah, écoutez, en Israël, ils ont une vaccination record. Ils sont très efficaces. Les Israéliens sont très efficaces. Oui. Ça, c'est évident. Et donc là, ils sont excessivement efficaces dans la vaccination, ce qui fait qu'ils ont un taux de vaccination très, très important dans ce pays. Et évidemment, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que les résultats de cette vaccination sont des résultats qui sont plutôt inquiétants. Avec tout simplement des conséquences physiques après la vaccination, et puis l'apparition aussi peut-être de variants qui seraient la conséquence justement de cette vaccination. D'un excès de Donc, vaccination. pardon, D'un excès de vaccination. voilà, voilà. Donc, on peut se demander, si vous voulez, que cette précipitation qui a conduit le gouvernement israélien à vacciner le plus possible sa population, ne va pas en fin de compte se retourner contre cette même population. Et si vous voulez, ce qui est assez terrible, c'est que, en espérant qu'il n'y aura pas le drame qu'on peut envisager, mais s'il y avait un drame de cette nature, c'est-à-dire vraiment une conséquence évidente d'une vaccination forcenée et avec un vaccin qui n'est pas encore mis au point. Forcené et autoritaire, Oui, bien sûr. puisque maintenant on prend les gens de force, hein, et on vise même la vaccination des enfants. Enfin, ça devient. Nous sommes maintenant dans des pays totalitaires. Exactement. Et si vous voulez, quand on regarde, qu'on recule un petit peu, on essaye d'avoir une vision à très long terme, on peut se demander si ce drame qui pourrait arriver en Israël ne s'inscrirait pas dans la succession des drames qui ont frappé le peuple juif au travers de son histoire, drames que l'on perçoit sans problème, enfin sans difficulté dans l'Ancien Testament. Euh, enfin, j'ai l'impression que si malheureusement ce drame arrivait, on serait presque dans une certaine logique, une certaine tradition. En Oui. mettant les guillemets, évidemment, une tradition, on ne peut plus nocive. Oui, oui. Je te dirais, oui, le peuple juif comme témoin, de Exactement. l'humanité. Euh, mais
des signes. Alors, là aussi, on est frappé du refus de voir, mais bon, nous avons traité le sujet avec la dissociation cognitive, mais on est frappé de voir que beaucoup ne se rendent pas compte qu'il n'est pas normal que Amazon continue à travailler, mais que les petites, enfin Amazon et tous les autres, que toutes les petites sociétés, elles, soient fermées. Que tout cela va servir les grands groupes et que tous les fantassins vont crever. Oui. Mais si vous voulez, Les restaurants sont fermés, mais McDo est ouvert. oui. Mais de toute façon, on sait très bien que les dictateurs de tout poil, surtout dans les époques modernes, ont évidemment tendance à regrouper les entreprises, les gens, etc., parce que c'est beaucoup plus facile de commander à des grandes entités. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir Oui. à contrôler des milliers d'individus, des millions d'individus. Il faut mieux avoir à contrôler quelques milliers de grosses structures. Oui. Donc, je crois que ça ne leur déplaît pas, effectivement, que grâce à toutes ces précautions superflues, parce qu'on s'aperçoit que dans les pays qui confinent et les pays qui ne confinent pas, on a le même résultat à la fin. Même résultat sur le taux de malades et de morts, etc. Donc, ça ne sert à rien en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie en question. Donc, il confine, il provoque en quelque sorte la ruine de petites entreprises ou de très petites entreprises. Mais ça va aussi très, très bien dans leur intention parce qu'ils vont donner de l'argent aux gens qui seront ruinés pour qu'ils continuent à subsister. C'est le revenu universel. Oui, donc, ça, c'est dans en les fait, plans. C'est dans mais les oui, plans. Vous ne bien sûr, posséderez rien, mais vous recevrez un salaire. voilà. Et donc, évidemment, on sait très bien que qui paie commande. Et donc, si vous ne vivez que d'un salaire qu'on vous donne d'une manière régulière, euh, contre aucun travail particulier, donc on vous donne en quelque sorte gracieusement, eh bien, cette grâce, on va vous la faire payer très, très cher. Et on Et vous la donc, c'est supprime. le Et on début. vous la supprime si vous sortez des clous. Ah ben évidemment. Comme en, Donc, comme en c'est Chine actuellement. l'aliénation. Comme en Chine actuellement, le Voilà. gouvernement a une autorisation de vie et de mort et de circulation sur ces peuples. Si vous ne payez pas vos impôts, il y a des gradations dans les infractions. Vous commencez par ne pas pouvoir prendre le train, ensuite pas pouvoir prendre l'avion, ensuite vous êtes assigné à résidence et puis vous terminez bien sûr en camp de relégation. Dans les Voilà. laogas, de toutes les façons. Donc, si vous voulez, alors ce qui est assez intéressant, c'est que le travail, on prive les gens de travail, et en leur privant de travail, on va les priver de liberté. Alors que, vous savez, la notion de travail par le passé, à la notion de travail était associée la notion À de labeur, l'asservissement et d'asservissement, etc. Et en fait, l'esclavage. non. Voilà, L'esclavage. l'esclavage. Nos grands amis, les communistes, en ont fait leur slogan. Exactement. Mais, et la propriété, c'est le vol, Oui, autre slogan. Mais en effet, vous avez raison, tout est en train de s'inverser. Ils tout est en inversent train de tout. s'inverser. Ils Oui, inversent tout. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, moi, c'est tout d'un coup la puissance du dieu argent. Si on applique cette grille, en fait, c'est la voracité financière qui nous tue à petit feu. Tout ça est une question de soif d'argent. Das Gold, das Gold, das Gold, dit un personnage des opéras de Wagner. Ça se chante oui, très oui. bien. Ben, c'est le veau d'or. Et de toute façon, si vous voulez, dès le moment où il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus que de la matière. Mm. Et quand la matière est relativement, enfin, n'est pas très, très satisfaisante parce qu'on s'aperçoit toujours des limites des choses matérielles. Et donc, pour essayer d'oublier ces limites, eh bien, on va essayer d'entasser
de plus en plus de choses, espèce de boulimie de matière pour ne pas se rendre compte que nous sommes dans une impasse. Voilà, enfin, Et c'est… que les gens ne soient pas choqués par les revenus exponentiels de ces laboratoires qui vendent avec des contrats absolument léonins, puisque les députés n'ont même pas eu le droit de voir ces contrats. Parce que quand même, on n'est plus en démocratie, les gars, c'est terminé. Euh, donc, on ne peut pas voir les contrats. Ils sont exemptés de toute responsabilité. Donc, Absolument. un problème pour eux. Et puis, encore une fois, ce refus de soigner, puisque Oui. l'interdiction a été faite aux médecins dits de famille, aux médecins de ville, de soigner, ce qui est quand même, là aussi, la trahison du serment d'Hippocrate. Il ne faut pas soigner en ville, il faut que les gens aillent à l'hôpital parce que c'est quand même le meilleur moyen d'y mourir. Si vous restez chez vous et si vous prenez tout ce que les bons pharmaciens vont vous indiquer, tout ce que les bons médecins vont vous indiquer, moi je me tue à dire ça autour de moi devant des gens paniqués, ce que je comprends très bien, euh, mais ils n'envisagent pas que le médecin a un pouvoir, et un pouvoir infiniment plus grand qu'un énarque, qu'un directeur de la santé, qu'un administratif de rien du tout, parce que les administratifs, c'est quand même pas grand-chose. Le type qui a fait 7 ans d'études, c'est le médecin. C'est le médecin. Donc, retirer au médecin le pouvoir de soigner, là, on est vraiment dans l'entreprise diabolique parfaite. Alors, si vous voulez, alors d'une part, on a retiré ce pouvoir de soigner parce que, comme les vaccins ne sont pas encore au point, ils le seront, la fin de la phase 3 d'expérimentation de ces vaccins aura lieu fin 2022. Et donc, puisqu'ils n'ont pas encore terminé toutes les phases d'expérimentation, la seule solution pour leur donner une autorisation temporaire de mise sur le marché, c'était de constater qu'il n'y avait pas de soin possible et que donc, face à cette force majeure, on autorisait les vaccins à être mis en œuvre. C'est ça, oui. Donc, ça, c'est la base de la décision pour autoriser ces vaccins. Et donc, on comprend bien que si les pouvoirs politiques admettent qu'il y a des soins possibles, ça remet en cause déjà leur première attitude. Et deuxièmement, ils seront obligés de dire, bon, on arrête de vacciner puisqu'il y a des soins possibles. On va attendre que le vaccin soit effectivement bien mis au point, normalement. Avec une censure générale, comme on n'en a jamais vu, même en temps de guerre. Enfin, la censure des paroles de tous les grands professeurs de médecine qui nous ont donné des paroles rassurantes, ça se soigne, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tous ces gens-là ont été balancés, traités de fous, mis en hôpital psychiatrique, traités de gâteux quand ils étaient trop vieux. Enfin, c'est assez effrayant. Mais j'en reviens à ma logique financière. Le manque de lits dans les hôpitaux dont on parle tant a été organisé sciemment depuis 30 ans, puisqu'il fallait faire, soi-disant, des économies. Donc, c'était le sujet d'une émission récente avec Jean-Claude Martinez, qui a bien démontré que l'Europe nous a imposé des restrictions de budget. Mais à quoi sert l'argent si ce n'est à être dépensé pour le bien commun? Il n'y a aucune raison. Mais ça, c'est un vilain mot, bien commun, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est sûr. Mais, et qui plus est, pour ces lits en question, les lits de réanimation, si vous voulez, on rentre aussi dans une logique complètement perverse, une logique administrative, qui consiste à ce que quand vous ne dépensez pas un budget totalement une année, l'année suivante, on va vous le diminuer en vous disant, écoutez, vous n'avez pas tout dépensé, on va vous diminuer le budget de l'année prochaine. Et donc, il a été constaté par plusieurs professeurs, notamment un professeur de l'hôpital Cochin, qui dirige un des services de Cochin, que effectivement, de nos jours, depuis quelques mois, on admettait des gens en réanimation alors qu'en fin de compte, ils n'avaient pas besoin d'être admis en réanimation. Toujours, mais pour la bonne et simple raison, c'est qu'à partir de ce moment-là, les lits de réanimation étaient justifiés
et on pouvait penser qu'on allait les garder pour l'année suivante. Et donc, on augmente le nombre de gens qui sont en réanimation. Comme d'ailleurs, on augmente, on a une mesure complètement imparfaite des gens qui sont malades, qui sont des cas, comme ils disent. Parce que les tests, on sait très bien que les tests ne sont pas fiables du tout non plus. Donc, en fait, les deux piliers sur lesquels les politiques appuient leurs décisions dans cette pandémie, c'est-à-dire le nombre de cas et le nombre de lits en réanimation qui sont occupés, ces deux piliers ne sont pas des piliers, ils sont complètement vermoulus. Complètement. Mais ils nous font croire que c'est effectivement des choses sérieuses, sûres, etc. Bon. En tout cas, Pierre Lours, merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai envie de conseiller aux téléspectateurs de lire votre Révolte des silencieux, Atelier Faut le faire, parce qu'ils passeront un très, très bon moment. Je leur conseille aussi de lire vos tweets qu'ils tapent sur l'ordinateur Pierre Lours, et en quelques mots, vous cernez un problème et vous réagissez encore une fois à la bêtise qui vient d'être dite ou d'être faite. Et je crois que c'est très important de réagir tous les jours, d'être sans arrêt en attitude de réaction pour ne pas tomber dans la dépression et donc dans la maladie. Vous avez vu cette affreuse histoire de cet artiste claveciniste qui s'est tué puisqu'il ne pouvait plus jouer. Et puis, je conseille aussi à nos téléspectateurs de lire cette très belle lettre du cardinal Vigano qui est publiée sur Internet et qui est à la fois une lettre politique, une lettre morale et une lettre religieuse et qui demande, il l'a écrit le jour de la fête de l'Annonciation, et il dit carrément que la puissante protection de la très sainte Vierge, Notre-Dame et Reine, nous assiste dans ces moments d'époque, qu'elle soit notre générale dans ce combat spirituel aux côtés de Saint-Michel Archange et de toute la cour céleste. Carlo Maria Vigano, évêque. Je crois que c'est vraiment le moment de recentrer son existence parce que les temps sont très durs et les attaques sont croissantes, j'ai l'impression. Moi, je crois qu'effectivement, vous avez raison, il faut avoir la tête dans le ciel, ça c'est absolument évident, et aussi les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il faut profiter de chaque moment, tous les jours, où on croise quelqu'un, où on peut échanger quelques mots avec quelqu'un, pour essayer de faire retrouver la réalité aux gens qui sont autour de nous et leur faire comprendre. Il faut absolument essayer de faire comprendre et il faut exiger que nos proches se prononcent sur cette réalité, qu'ils jugent cette réalité. Parce que je crois que notre Occident crève parce que justement on a démissionné de cette exigence de jugement. Merci beaucoup, Pierre Lours, pour cette belle conclusion, la tête dans les étoiles et les pieds bien enracinés dans la terre. Et à très vite, Pierre, dans vos tweets. À bientôt, au revoir.